Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons Dr Benoît Perronnet, maître de conférence à l'Université de Rennes au service d'urologie, où il dirige le service de neuro-urologie et programme d'urologie fonctionnelle. Ses intérêts académiques et ses pratiques cliniques sont axés sur l'urologie fonctionnelle, la neuro-urologie, l'urologie reconstructive et robotique. Il est membre du comité français de neuro-urologie et rédacteur pour plusieurs revues scientifiques, notamment Progress Urology et World Journal of Urology. Bonjour Dr Perronnet, bonjour Benoît. Merci d'avoir accepté de participer au podcast de la GOF. On va parler aujourd'hui de l'incontinence urinaire de manière générale. Et notre première question, c'est de te demander que peut apporter l'interrogatoire dans le bilan d'une incontinence urinaire ? Merci beaucoup Océane, merci au bureau de la GOF de m'inviter à parler de ce sujet qui m'est cher. Et l'interrogatoire dans le bilan d'une incontinence urinaire est un élément absolument essentiel. Et moi, ça me prend beaucoup de temps d'interroger une patiente qui a une incontinence urinaire et on va essayer de colliger un maximum d'informations. Déjà, il y a bien entendu la question du terrain et donc tous les antécédents nous intéressent. Alors bien sûr, les antécédents d'intervention urogynécologique, mais aussi y a-t-il une pathologie neurologique ? Est-ce qu'il y a eu des rayons ? Est-ce qu'il y a tout ce type de choses-là ? Et puis, est-ce qu'il y a dans les traitements médicamenteux qui sont pris des traitements qui ont une forte charge anticholinergique ? Ça peut être des anticholinergiques en tant que tels, mais on sait que énormément de traitements ont une forte charge anticholinergique. C'est un concept qu'il faut connaître. Par exemple, les neuroleptiques, mais il y a aussi des antihistaminiques, certains bêta-bloquants, des traitements bronchodilatateurs. Bref, tous ces traitements qui ont une forte charge anticholinergique et qui donc pourraient déprimer la contraction vésicale et m'inviter à ne surtout pas leur rajouter d'autres anticholinergiques qui augmenteraient le risque d'effets indésirables. Et puis, sur toujours la question du terrain, dépister une éventuelle des causes d'incontinence fonctionnelle avec une personne âgée qui a du mal à se mouvoir, des troubles cognitifs, etc. Je creuse aussi sur les circonstances de survenue, bien sûr, effort ou précédé par une urgenturie, mais aussi la temporalité. Est-ce que c'est plutôt le jour ? Est-ce que c'est plutôt la nuit ? Une incontinence à prédominance nocturne étant volontiers évocatrice d'une incontinence urinaire qu'on appelait par regorgement, qu'on appelle maintenant par rétention chronique d'urine, là où l'incontinence d'effort, bien entendu, est plus diurne et la urgenturie plutôt diurne ou nocturne. Les symptômes du bas appareil urinaire d'accompagnement, est-ce qu'il y a des symptômes de la phase du remplissage, de la phase mictionnelle ? Et puis, globalement, également à l'interrogatoire, une idée de la quantification. Combien il porte de protection, combien il y a d'épisodes d'incontinence par jour, par semaine, quel type de protection il porte. Et enfin, bien sûr, la date d'apparition des symptômes, l'évolution dans le temps et les traitements antérieurs. Donc, l'interrogatoire extrêmement précieux, et je terminerai par 3 points sur l'interrogatoire. Rechercher des troubles anorectaux et des troubles sexuels associés. Je dis toujours à mes internes, à mes chefs de clinique, la périnéologie, c'est pipi, caca, zizi. Les nerfs sacrés commandent de ces 3 fonctions, et ces fonctions, on sait, par des phénomènes de crosstalk, cross-sensitization, s'influencent. Il faut absolument chercher ces troubles associés qui vont influencer aussi les thérapeutiques, faire une petite enquête diététique sur qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils boivent et quand. Et enfin, et très important, la gêne. On fait du fonctionnel, et comme je dis toujours, s'il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de traitement. Si le patient de 85 ans est emmené par sa famille qui disent on en a marre, il fait pipi dans sa culotte, et que lui, elle se plaint de rien, on la laisse tranquille. D'accord, c'était très clair. Mais du coup, est-ce que l'examen physique a lui aussi un intérêt, surtout si dans tous les cas, on finit par faire un bilan urodynamique ? Merci Océane pour cette question dans laquelle je sens pointer un petit peu ton côté provocatrice. Évidemment, je sais que tu dis ça pour me provoquer. Bien sûr, et il est essentiel, et c'est un des messages qu'il faut absolument faire passer aujourd'hui, l'examen physique est absolument nécessaire. On a volontiers cette idée-là quand on fait face à une incontinence qui est manifestement à l'effort. On a beaucoup moins cette idée-là quand on a une incontinence qu'on présume être par urgenturie. Et pourtant, dans tous les types d'incontinence, l'examen physique est absolument nécessaire. Alors bien sûr, en cas d'incontinence d'effort, il est nécessaire parce que
on va essayer d'objectiver cette incontinence à l'effort. Et donc, on va faire un test à la toux qui a été standardisé par l'International Continence Society, Peter Rosier, Neurourology 2017. On fait un remplissage vésical, ou en tout cas, on le fait avec une vessie remplie entre 200 et 400 millilitres, en position gynécologique. On fait tousser au moins 4 fois la patiente et on voit ou pas si on authentifie des fuites à l'effort. Si on en authentifie, on essaye d'évaluer visuellement l'importance de l'éventuelle hypermobilité urétrale et éventuellement, on peut associer une manœuvre de soutènement urétral avec, par exemple, une pince onguette pour voir si ça corrige les fuites et est-ce qu'une bandelette sous-urétrale sera une option qui a une chance de fonctionner. Mais ça permet d'évaluer énormément d'autres choses que ça, l'examen physique dans le cas d'une incontinence urinaire. Par exemple, la trophicité des tissus. Je vous rappelle que l'œstrogénothérapie locale, et je m'adresse ici à des gynécologues, donc je me doute que vous connaissez ça très bien, mais l'œstrogénothérapie locale, comme ça a été démontré par la Cochrane Review de 2012 mis à jour en 2015, est un traitement de niveau de preuve 1 validé par des essais randomisés contre placebo, à la fois pour l'incontinence par urgenturie et pour l'incontinence à l'effort, et d'autant plus qu'il y a une atrophie vulvo-vaginale marquée. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on va rechercher. Ça va permettre aussi de rechercher un prolapsus, puisque ce qu'on ignore souvent, c'est qu'une cystocèle est vectrice en elle-même d'incontinence urinaire par urgenturie, par tout un tas de mécanismes de rétention vésicale chronique, d'obstruction sous-vésicale, et que la cure de prolapsus, que ce soit par un PCR ou par une chirurgie, en général, va avoir une efficacité de 60% sur l'incontinence par urgenturie. Mais si on n'a pas examiné la patiente, on lui a donné des anticholinergiques alors qu'elle a un prolapsus, elle va être en rétention encore plus, on ne l'aura pas aidée. Donc ça aussi, c'est important de le vérifier. Et puis, bien entendu, l'examen physique va permettre de pouvoir faire un examen éventuellement neuropérinéal un petit peu succinct, d'évaluer la sensibilité au niveau des dermatomes sacrés, la force de contraction des releveurs qu'on classe sur l'échelle d'Oxford en général, qui va, comme vous le savez, de 0 à 5, et éventuellement, voilà, dans des cas un peu plus poussés, d'examen neuropérinéal un peu plus appuyé, un peu plus complexe, on peut rechercher les réflexes du cône avec le réflexe clitorido-anal, par exemple, et la sensibilité au pic-touche, mais ça, c'est des choses un peu plus poussées. Et en dehors du bilan urodynamique, est-ce qu'il y a des explorations complémentaires, des examens qu'on doit faire dans un contexte d'incontinence ? Merci, Océane, pour cette question qui est une question qui n'est pas forcément tranchée, je dirais, dans la littérature scientifique et dans les recommandations scientifiques internationales. Alors, sans parler d'examens complémentaires, il est bien évident, vous le savez, que le catalogue mictionnel est un outil extrêmement précieux parce que c'est quelque chose qui ne coûte rien, qui n'est pas invasif et qui va nous donner, mine de rien, une bonne idée du fonctionnement vésico-sphinctérien, de la capacité vésicale fonctionnelle, de l'hydratation, de la production d'urine nocturne. Donc, c'est dommage de se priver du catalogue mictionnel. Sans qu'on puisse considérer cela formellement comme un examen complémentaire, le PAD test sur 24 heures peut être quand même utile. Alors, on ne peut pas dire qu'il ait été énormément évalué dans la littérature chez la femme, mais c'est vrai que ça va nous donner une idée de la sévérité de l'incontinence, du poids des fuites sur 24 heures, et c'est quelque chose, voilà, qui peut être intéressant. Et puis, sur des examens complémentaires, je dirais au sens strict, toutes les recommandations scientifiques internationales suggèrent la réalisation d'une bandelette urinaire. Pour le coup, moi, je suis assez en désaccord avec ça parce que la bandelette urinaire, bon, bien sûr, si c'est des symptômes d'incontinence urinaire très aigus, bah oui, un UBU et un ECBU pour être sûr que ce n'est pas une infection. Quand la dame vient en vous disant qu'elle fuit depuis 6 ans, on peut toujours lui faire une bandelette, mais c'est quand même peu probable que ce soit une infection urinaire. Et puis, là encore, à la frontière entre les examens complémentaires et finalement l'examen physique et clinique, et là, particulièrement à nos jeunes collègues gynécologues, j'adresse ce message. Essayez, si vous voulez vous occuper d'incontinence urinaire, de vous munir à votre consultation d'un débitmètre et d'un bladder scan ou d'un échographe, et ça en général vous l'avez parce que vous faites beaucoup d'échographies,
pour faire une débimétrie et une mesure du résidu postmictionnel. C'est deux éléments simples qu'on peut faire à la consultation qui sont extrêmement informatifs. La description des symptômes par les patientes est quelque chose de très peu fiable, et par les patients, c'est la même chose, je vous rassure. Et en réalité, on a volontiers des patientes qui décrivent des urgenturies et une incontinence par urgenturie, ça m'est arrivé pas plus tard qu'hier, et qui en fait sont en rétention vésicale chronique. Si on n'a pas fait de résidus postmictionnels et éventuellement une débimétrie, on est passé à côté. De la même façon, on a des dames qui décrivent une dysurie, alors qu'en réalité, elles ont véritablement une hyperactivité vésicale et qu'elles n'arrivent pas à uriner parce qu'en fait, elles ont une envie, mais que la vessie est vide, et on ne peut pas réussir à bien uriner quand la vessie est vide. Donc, ça permet d'essayer d'authentifier un petit peu plus le mécanisme physiopathologique sous-jacent. Et puis, il y a des examens d'indication plus rares qui sont l'échographie réno-vésicale devant, par exemple, une hyperactivité vésicale dont on suspecte qu'elle puisse être liée à une tumeur, à un calcul ou que sais-je, mais qui n'est pas recommandée de façon formelle devant toute hyperactivité vésicale. Les urologues vous diront toujours incontinence par hyperactivité vésicale, il faut faire une cystoscopie. Bon, on est le seul pays dans le monde qui fait autant de cystoscopie pour les hyperactivités vésicales, et les recommandations des sociétés savantes internationales sont clairement de ne pas le faire systématiquement et chez tout le monde. En cas de facteur de risque, par exemple de tumeur de vessie ou d'incontinence récidivée après une branlette sous-urétrale pour rechercher une érosion, c'est un examen qui est cependant important. Et puis, je dirais sur les investigations complémentaires hors urodynamique, c'est principalement celle-là, et les autres sont d'indications beaucoup plus rares. Merci au Dr Perronnet pour cet entretien passionnant et à Océane Pêcheux pour avoir préparé et animé cette interview. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.